Donc ce livre raconte l'histoire de deux jeunes qui partent au début du XXe siècle, donc en 1907 aux États-Unis. Il s'agit d'un jeune homme et d'une jeune femme de 17 ans, donc deux adolescents qui se retrouvent exilés en Amérique. J'ai essayé de raconter à travers ce livre un petit peu toute l'histoire que l'on connaît des Basques d'Amérique, ce fameux mythe qui existe dans chacune de nos familles. Donc, ces deux jeunes partent au début du siècle, forcés à cause de la pauvreté, à cause des difficultés à la ferme, à la maison. J'ai voulu essayer d'expliquer en creux aussi ce qu'était la société basque traditionnelle, les vraies difficultés de la société au début du XXe siècle, c'est-à-dire le rapport à la coutume, le rapport à la religion, le rapport à la maison, c'est-à-dire que, contrairement au droit romain, qui est le droit qui régit un petit peu aujourd'hui les sociétés occidentales, la maison appartient donc à celui qui l'habite, n'appartient pas à celui qui l'habite, pardon, celui qui habite appartient à sa maison. Et à travers ça, j'ai essayé d'expliquer un petit peu les difficultés qu'il pouvait y avoir à travers l'héritage. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait ceux qui héritaient, donc l'aîné ou l'aînesse, puisque la chance qu'on avait aux Pays-Bas, c'est que les femmes et les hommes avaient exactement les mêmes droits, en tout cas au début du siècle, même si c'est beaucoup plus compliqué que ce que je raconte. Donc, j'ai voulu expliquer en creux donc, ce qu'était la société basque de l'époque, et aussi la pauvreté, la difficulté finalement à s'exprimer en tant qu'individu, notamment face à la religion, ce qui fait que beaucoup de Basques sont partis aux États-Unis. Donc c'est aussi un roman, évidemment, c'est aussi un roman d'amour, puisque ces deux jeunes se retrouvent sur le bateau qui s'appelle La Touraine pour partir à New York. Il va y avoir une histoire d'amour qui va se créer entre ces deux personnes. Je ne raconterai pas plus parce que l'histoire d'amour va se révéler très compliquée. Cette jeune fille, normalement, doit être engagée comme domestique dans l'Idaho, alors que lui va partir comme berger dans le Nevada. J'ai voulu raconter absolument le destin de deux personnes de sexe différents, un homme et une femme, parce qu'il était important aussi de raconter l'histoire des femmes aux États-Unis, puisqu'on a l'habitude de parler beaucoup des hommes, mais beaucoup de femmes sont parties aux États-Unis et ont vécu des choses aussi très difficiles, certaines avec beaucoup de réussite, d'autres avec beaucoup de difficultés. Et donc, j'ai voulu aussi raconter quelle était l'histoire des bergers aux États-Unis, et notamment dans le Nevada, puisque le Nevada était sûrement la partie des États-Unis la plus difficile pour les bergers basques. La Californie étant, malgré tout, grâce à son climat, un endroit assez propice à la vie des bergers, même si ça a été compliqué pour beaucoup. Le Nevada, lui, était, par son climat très dur, très aride, où il fait très froid en hiver, a été un endroit très, très difficile pour les bergers basques. Donc, un de mes personnages principaux, qui s'appelle Sancho, donc, est berger dans le Nevada. Il va se retrouver donc arrivé aux États-Unis et puis pratiquement du jour au lendemain se retrouver seul dans le désert du Nevada. Et là, j'ai voulu expliquer un petit peu vraiment quelle était la réalité de la vie de ces gens-là, parce que pour beaucoup d'entre nous, finalement, partir aux États-Unis, c'était la réussite. Et j'ai voulu expliquer que les Basques, eux, finalement, n'étaient pas des gardiens de bœufs ou des gardiens de vaches, comme l'étaient ce qu'on appelle tous couramment les cow-boys, mais étaient des gardiens de brebis. Et les brebis étaient la viande des pauvres, c'était la viande des Mexicains, c'était la viande des Indiens, c'était la viande des petites gens. Et donc, finalement, l'histoire des Basques est restée assez méconnue pour la plupart des Américains, puisque nous étions les gens qui gardions la viande des moins que rien. Et c'est pour ça que, contrairement à ce qu'on croit, on a toujours l'impression que les Basques ont réussi aux États-Unis. Mais j'ai voulu aussi expliquer que, finalement, l'argent, certains ont réussi, hein, certes, indéniablement, il n'y a aucune difficulté à dire cela, mais beaucoup finalement sont rentrés au Pays Basque et ont réussi finalement à acheter une maison ou à acheter des terres grâce au change tout simplement, puisqu'à l'époque, $1 égale 10 francs. Donc les gens qui rentraient avec quelques dollars en poche se retrouvaient rapidement relativement argentés. J'ai voulu aussi expliquer ce qu'était la vie du berger dans le Nevada, dans le désert. Et un des personnages principaux de mon livre est la poussière, tout simplement la poussière.
la poussière qu'on retrouve dans les aliments, qu'on retrouve sous les paupières, qu'on retrouve dans les lèvres. Cette poussière qui est finalement le seul ami du berger, puisque Sancho va passer 10 ans dans le Nevada, 10 ans de solitude dans le désert, à s'occuper des brebis. J'ai voulu expliquer évidemment comment on devient fou dans la solitude, dans le désert, dans le chaud, dans le froid, puisqu'il fait jusqu'à moins 50 degrés dans le Nevada, dans les périodes les plus critiques. J'ai expliqué aussi comment on élevait les brebis, puisqu'à l'époque, on ne faisait pas des brebis pour le lait, pour le fromage, mais aux États-Unis, on faisait des brebis uniquement pour la viande, voire un petit peu pour la laine. Donc, à travers des anecdotes que j'ai recueillies, des témoignages de beaucoup de Basques qui sont partis aux États-Unis, du Pays Basque intérieur, des Aldutes, de Banca, de Baïgori. Une fois, après avoir compilé un petit peu tous ces témoignages, j'en ai fait une histoire qui appartient à une seule personne, mais pour donner un exemple, au départ, quand le berger se retrouve dès les premiers jours dans le désert, il est tout seul avec une carriole, il avance avec son cheval dans l'immensité du désert, il essaye d'allumer un feu parce qu'il fait froid, et il allume le feu trop près de la carriole, et la carriole prend feu. Son cheval meurt, il va essayer de s'en sortir comme il peut, donc isolé dans ce désert. Tout ça, ce sont des histoires vraies. Il y a l'histoire de cow-boys qui attaquent les Basques, parce que les Basques étaient considérés comme des moins de rien, et les cow-boys n'aimaient pas les Basques, n'aimaient pas les bergers qui gardaient les brebis, parce que pour eux, les brebis mangeaient l'herbe et empêchaient finalement les bœufs de manger. Et donc souvent, ils étaient attaqués par les cow-boys. Et je raconte l'histoire d'un cow-boy, donc d'un Mexicain, parce que contrairement à ce qu'on croit, les cow-boys étaient souvent des Mexicains ou des gens de couleur et non des Blancs à la John Wayne, comme nous l'explique la nouvelle mythologie américaine. Et donc, à un moment donné, il va essayer de se sauver comme il peut. Il va tirer sur un homme, il va le tuer. Tout ça, ce sont des histoires vraies, des histoires racontées par des Basques qui sont partis aux États-Unis. Donc voilà à peu près ce que raconte cette histoire. J'ai voulu aussi insister pas mal sur le voyage en bateau, parce qu'on a l'habitude de raconter l'histoire donc des hommes et des femmes qui sont partis aux États-Unis, mais rarement on raconte ce qui se passe sur le bateau, c'est-à-dire une longue traversée de 2 semaines à 3 semaines, suivant la météo, ce qui se passe dans un bateau, parce que rappelons que ces gens-là partent de leur village, sont uniquement bascophones et se retrouvent pour la première fois sur un bateau. Donc la rencontre avec une autre population, il y avait des Italiens, des Espagnols, des Hongrois, des Polonais, des Juifs. Donc ce premier rapport à notre identité, parce que nos identités plurielles sont une partie prise de mon livre, c'est-à-dire qu'on peut partir en tant que basque, en tant que bascophone, apprendre une nouvelle identité, apprendre une nouvelle langue, devenir un basque d'Amérique. Et je trouve que ces identités hybrides qui font aujourd'hui le monde, nous les Basques, nous les avons testées, nous faisons partie de ces identités hybrides. Nous ne sommes pas que des Basques ou des bascophones, nous avons une réalité plurielle, nous avons une identité plurielle qui fait la force aujourd'hui de notre culture et de notre langue. J'ai voulu essayer aussi d'expliquer un petit peu ce qu'était le passage à Ellis Island, c'est-à-dire que la première étape, une fois arrivé à New York, était le passage dans cette île qui est Ellis Island, qui est une île qui est juste à côté de l'île où se trouve la Statue de la Liberté. J'ai essayé d'expliquer un petit peu comment se passait ce premier rapport à l'Amérique, c'est-à-dire ils arrivaient par milliers, par bateau, rentraient dans cette île qui était et il y avait une espèce d'immense, on pourrait appeler ça une prison, on pourrait appeler ça un hôpital, enfin un endroit où les gens étaient réunis et où ils devaient présenter leur papier d'identité, dire ce qu'ils venaient faire aux États-Unis, et ils devaient également prouver qu'ils étaient de bonne foi. Là, quelques-uns des Basques ou des gens qui venaient aux États-Unis ont été refoulés à Ellis Island, et j'ai essayé d'expliquer à travers mon livre ce qu'était le ressenti de ces gens, donc qui se retrouvaient sur cette île, qui jouaient toute leur vie sans vraiment comprendre ce qu'on leur disait, parce qu'ils ne parlaient que basque. Il n'y a pas besoin de parler basque, c'est ne parler qu'italien ou parler qu'espagnol, et donc se retrouver confrontés finalement à une nouvelle langue, à une nouvelle culture, à une nouvelle manière finalement d'aborder le monde. Certains ont réussi, d'autres pas.
Voilà, à travers ce livre, j'ai aussi voulu rendre un petit peu un hommage à tous ceux qui sont partis, à tous ces gens qui ont passé toute leur vie à marcher à pas de mouton, qui ont passé leur vie dans le désert, je répète, avec la poussière souvent comme unique ami, comme unique allié, comme unique personne à qui parler. Certains ont été pris par la folie, certains se sont suicidés, certains ont eu la chance de rentrer au pays, de revenir, de recréer une vie. Beaucoup n'ont pas raconté la vérité de ce qu'ils ont vécu, parce qu'il ne fallait pas raconter que là-bas c'était la misère, que là-bas c'était la difficulté, que finalement pour vivre riche au Pays Basque, il fallait vivre pauvre en Amérique. Et ça, j'insiste beaucoup sur ce fait-là. Ces gens-là ont souvent vécu très très pauvres en Amérique, ont vécu comme des miséreux, comme des misérables, ont été des moins que rien. Et si pour certains, la réussite a été au bout de leur destinée, certains sont devenus très très riches, souvent ceux qui sont sortis de l'état de berger, ceux qui ont décidé d'avoir des ranchs, ceux qui ont décidé d'être des patrons et qui ont, eux, à leur tour, aussi engagé des Basques, parce que j'explique aussi quelle est la chaîne qui amène à un moment donné tous ces Basques à partir de leur village pour partir aux États-Unis. Alors je le fais avec un certain cynisme parce que j'estime que finalement à un moment donné on a appauvri, on a asséché, voire on a presque tué toute une société basque. Je le vois avec un certain cynisme dans les deux sens, ceux qui se sont enrichis en faisant ce qu'on pourrait appeler de la traite de basque, et aussi cette société traditionnelle, cette société difficile, ce Pays basque qui vivait de la coutume qui a permis pendant des siècles et des siècles au Pays basque d'exister, qui a permis aux fermes d'être préservées, qui a permis à ce pays de garder sa culture, qui a permis à ce pays de garder sa langue, et qui à l'orée du XXe siècle n'a pas su se rénover, n'a pas su expliquer à son peuple, à ses habitants, que le monde était en train de changer. Et alors que nous vivions du début du XXe siècle jusqu'aux années 60, une révolution culturelle, une révolution identitaire, alors que venaient de nouvelles techniques, de nouvelles manières de fonctionner, de réfléchir, le Pays basque restait dans une forme de tradition. Et finalement, ce qui tenait le Pays basque, je vais parler de la religion, je vais parler de l'épiscopat, je vais parler aussi des politiciens qui tenaient le Pays basque, n'ont pas su amener le Pays basque à la modernité, voire même ont construit l'idée d'une identité renfermée, d'une identité qui était repliée sur elle-même contre une identité, celle que je défends dans le livre, l'identité plurielle, l'identité de celles qui font les Basques d'aujourd'hui. Voilà, ce livre est l'histoire de ces gens qui marchaient à pas de mouton, de ces gens qui ont connu la poussière, qui ont connu la pauvreté, de ces gens qui ont fait aussi le Pays basque d'aujourd'hui, ceux qui sont revenus, qui ont amené une autre culture, une autre manière de penser. Et j'espère que ce livre plaira à tout le monde. Je le répète, c'est l'histoire de deux jeunes de 17 ans donc, qui partent aux États-Unis, qui vont avoir une nouvelle vie, qui vont s'aimer, même si les choses vont être beaucoup plus compliquées. Et j'essaye de rendre hommage à tous les gens qui sont partis donc, aux États-Unis, à tous ces gens qui m'ont transmis à travers leurs témoignages ce qu'ils ont vécu. Voilà, ce livre est aussi le coup du cœur d'un homme sur un pays qu'il aime et sur des gens qui sont partis et qui ont tracé leur route et qui ont créé cette identité que nous appelons tous les Basques d'Amérique, Ameriketako Euskaldunak. Bikain, mil esker handi bat, pentsatzen duzu euskaratzea, liburu honen euskaratzea? Berba euskaratuko dut, bai, eta etorriko den liburua euskaraz izanen da, ala ere zorrak baditut nire hizkuntzari. Ongi, ez pentsatzen nuen ere Ameriketan diren euskalduneri, agian batzuek frantsesa ez dakite eta gogotik irakur lezaketela. Pentsaketan gira argitaletxearekin eta ala ere itzulpena eginen dugu, bai. Bikain, mil esker handi bat eta zurekin bukatzen dugu liburuen aurkezpen hau.